Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Pour commencer, il se trouve qu'aux États-Unis, quelque chose vient de nous tomber sur le coin de la cafetière. Et quelque chose des non des moindres. Écoutez plutôt. Une source au sein du département d'État de l'administration Biden, souhaitant garder l'anonymat, a partagé avec Human Events News un document inquiétant que tous les postes diplomatiques et consulaires américains sont encouragés à afficher des manifestations de soutien à Black Lives Matter le mardi 25 mai, anniversaire de la mort de George Floyd. Le mémo se lit en partie comme suit. Le département soutient l'utilisation du terme Black Lives Matter dans le contenu des messages, les discours et autres engagements diplomatiques avec un public étranger pour faire progresser l'équité raciale et l'accès à la justice. Le 25 mai et au-delà, nous encourageons les publications à se concentrer sur la nécessité d'éliminer le racisme systémique et son impact continu. Alors, évidemment, dans l'intention, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Mais attention, la note de service, qui est en partie une déclaration, réveille sur la justice sociale une partie des excuses pour les actions américaines et une partie de l'approbation de tous les documents BLM encourage expressément l'affichage du drapeau ou de la bannière BLM dans les installations américaines, sauf évidemment sur le mât qui détient le drapeau américain. Il lit en partie « Ce câble constitue une autorisation écrite générale pour l'année civile 2021 du sous-secrétaire de la gestion d'afficher le drapeau BLM sur les mâts faisant face à l'extérieur à tous les chefs de mission qui jugent qu'un tel affichage est approprié à la lumière des conditions locales. » Là, c'est très important parce que ça veut dire qu'on dit « on souhaite que », mais dans la mesure où évidemment le contexte local. Ça veut dire quoi, contexte local? Ça veut tout simplement dire les contextes de certains États, de certains comtés, de certaines villes, aux mains des républicains, donc conservateurs. Malgré les actions documentées des manifestants du BLM lors des émeutes de 2020 et malgré le reportage du New York Times sur la baisse de popularité de leurs organisations auprès des électeurs américains, notre gouvernement fédéral a néanmoins décidé d'approuver et de promouvoir une organisation aux racines marxistes reconnues comme ayant des liens avec nos bureaux officiels à l'étranger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça veut dire que vous avez une administration ou un service de l'administration Biden qui dit oui, ça ne nous dérange pas de soutenir un mouvement qui est profondément affiché et annoncé comme avec des idées marxistes. La note stipule les motifs des administrations locales à suivre une ligne clairement établie, à faire une reconnaissance du mouvement dans sa contribution et son engagement social et culturel, mais surtout annonce la couleur. Les États, comtés, villes conservatrices et majoritairement républicaines vont de toutes les manières à terme devoir se soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ils prennent des pincettes en disant « Attention, si vous êtes dans un endroit républicain, vous ne pouvez pas les obliger à respecter cette consigne. » Mais, sous-entendu, si vous pouvez foutre le bordel dans ces endroits-là parce qu'ils n'acceptent pas d'afficher le drapeau BLM, allez-y, c'est open bar. J'ai envie de dire, cette note, alors je vous la mettrai en descriptif, elle est inquiétante. Elle est inquiétante parce que deux choses. La première, ça veut dire que l'administration Biden, et donc elle assume très clairement le fait que le mouvement a des inspirations et des origines marxistes, donc marxisme, communisme. Le communisme aux États-Unis, attention, c'est tabou. Contribue donc à relancer le mouvement BLM, qui en effet en ce moment est en train d'un petit peu, idéologiquement parlant, est en train d'un petit peu de perdre du terrain.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Américains qui continuent à afficher BLM, coller des stickers sur leur voiture, etc. C'est-à-dire que en fait, vous avez toujours des soutenances BLM dans le principe primitif de vouloir défendre les droits civiques, faire avancer l'équité, l'égalité des Afro-Américains et surtout lutter contre les violences policières. Donc là, en effet, dans l'idée, si vous voulez, de base, ça contribue à faire évoluer en effet la société américaine. Maintenant, dans le fond, on a vu dans nos vidéos que BLM était plus un instrument idéologique de manipulation de masse qui a finalement perdu un petit peu de crédibilité du fait que les fondatrices, certaines sont parties, une est en train de se démêler pour faire oublier qu'elle utilise en fait l'argent une partie de l'argent qu'elle a reçu pour ses prestations au sein de la fondation, de la création, de la gestion de l'organisation BLM, pour s'acheter 3 maisons dans un quartier très huppé de Californie. Donc du coup, si vous voulez, sans compter évidemment qu'une grande partie quand même des Afro-Américains religieux ont compris que BLM était par idéologie, et d'ailleurs, encore une fois de plus, ce qui est assez amusant, c'est quand vous avez l'administration Biden qui soutient donc maintenant le mouvement, et assume tout à fait que le mouvement ait des idées marxistes, donc ça veut dire relativement assez anticléricales, anti-religieuses, alors qu'on sait que les 2/3 des Afro-Américains sont quand même relativement religieux, ça pose un problème. Donc là, on est véritablement face d'une situation où on veut récupérer le mouvement BLM à des fins idéologiques et politiques contre les républicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que dans quelques mois, nous allons avoir un événement qui va certainement relancer la guerre contre les conservateurs. Parce que je pense que là, l'administration Biden est en train de prendre conscience qu'une fois que là, les États-Unis sont en train de relâcher un petit peu leur lest sur les restrictions sanitaires, etc. Si cet été, nous n'avons pas une reprise de pandémie, nous n'avons pas une reprise très accrue des contaminations, des décès, etc., ça veut dire qu'au mois de septembre, à la rentrée, l'administration Biden, elle va être confrontée au tsunami économique. C'est la crise. Cette fameuse crise qui, pour l'instant, reste encore sous le tapis, mais elle ne va pas rester sous le tapis très longtemps. Le dollar menacé, les enjeux économiques internationaux compliqués, avec un président qui malheureusement montre de plus en plus des signes de sénilité, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait bien relancer le conflit interne idéologique et politique au sein des États-Unis? Là, c'est une bonne question. Les mouvements raciaux, de toute façon, le BLM, malheureusement, en effet, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'administration Biden a décidé de renforcer et de soutenir les mouvements BLM à l'anniversaire de George Floyd, de la mort de George Floyd, parce qu'ils savent que le mouvement BLM a plus aujourd'hui de détracteurs que de soutien. Donc, il faut redorer le blason des BLM, surtout à l'échelle internationale. En Angleterre, la situation est un peu compliquée parce qu'une des détentrices d'un mouvement assimilé BLM a été victime d'un tir qui l'aurait touché à la tête. Je crois qu'elle, pour l'instant, elle est toujours dans un état critique, etc. Alors, on ne sait pas trop les raisons. On sent que les médias sont très très prudents pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, apparemment, elle était dans une fête. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans l'histoire. Le fait est, c'est que là, il va falloir qu'aux États-Unis, l'administration Biden trouve de l'argument, trouve du justificatif pour remettre ou relancer une machine conflictuelle interne au pays. Les armes,
vont certainement encore une fois de plus revenir sur la table, même si encore une fois de plus ça va être très compliqué parce que le grand maximum qu'ils puissent faire, c'est de limiter les catégories d'armes et renforcer les critères d'obtention du permis de port d'armes, etc. Sauf qu'encore une fois, le problème c'est que vous pouvez débloquer ou réussir à faire voter une loi fédérale, vous avez des États qui peuvent très bien passer en dessous, qui peuvent très bien décider le contraire, ou d'assouplir la règle fédérale. C'est le problème des États-Unis. C'est 50 États avec leur propre gouvernement, avec leur propre parlement, avec même leur propre cour de justice, haute cour suprême. Hein, donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais en ayant ce texte-là, officiel, j'ai l'impression qu'en fait, on est en face d'une situation où ils vont essayer de relancer un petit peu le mouvement BLM, qui s'essouffle, hein, très clairement. Qui s'essouffle à la fois en soutien et aussi idéologiquement parlant. Donc, mon sentiment personnel, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une vague, il y a un tsunami qui est au loin, dont certains commencent à voir ou à percevoir la hauteur. Donc il va falloir trouver des outils, il va falloir trouver des moyens, il va falloir trouver des stratégies pour divertir le peuple, pour que le peuple ne voit pas ce qui est en train d'arriver. Et ça en fait partie. Et enfin, deuxième info, on va essayer de faire une petite vidéo plus courte que d'habitude. On a appris récemment une information, et non des moindres, une disparition annoncée. Et pas n'importe laquelle. Vous vous souvenez de ça? Vous l'avez sur votre ordinateur. Si vous avez Windows, il est forcément là. Le fameux Internet Explorer. La grosse merde. Historique. Lorsque Microsoft a commencé à véritablement s'imposer avec le Windows, à l'époque, c'était évidemment Bill Gates qui était à la tête de cet empire, il est très rapidement arrivé, lorsque l'Internet est arrivé dans les foyers américains, et c'est dès les années 80, on a vu apparaître Windows avec l'Internet Explorer. Ce qui s'est posé comme problème, et ce qui a été une des causes d'ailleurs de la dislocation, du démantèlement de Microsoft, c'est que Microsoft avait une politique hégémonique. Pour ceux qui ne connaissent pas Bill Gates a toujours fait en sorte que Microsoft soit le leader absolu et que toute concurrence soit tuée, c'est-à-dire détruite ou rachetée ou tuée dans l'œuf. Et l'Internet Explorer a été l'un des outils qui a servi à la justice américaine pour condamner Microsoft. Pourquoi? Tout simplement parce que Microsoft obligeait, pour avoir une connexion Internet, d'utiliser l'Internet Explorer. Alors que déjà dans les années 90, il y a un certain nombre d'autres navigateurs qui se sont développés, qui sont apparus, mais malheureusement, pour pouvoir fonctionner sous Windows, qui était par défaut à l'époque le système d'exploitation le plus couramment utilisé, eh bien il fallait la licence. Et bon nombre de sociétés, bon nombre de startups qui avaient la possibilité de concevoir ou de construire ou de proposer aux utilisateurs connectés un navigateur différent, eh bien ne pouvaient réussir à le mettre en place, puisque les systèmes Windows, il leur fallait une licence, et cette licence leur était souvent refusée. Ce qui a causé, évidemment, toute la réputation d'Internet Explorer. Internet Explorer, je l'ai utilisé, vous l'avez peut-être utilisé, et ça a été une catastrophe. Moi, très sincèrement, Internet Explorer, 2 fois, ce navigateur n'a pas su, à un moment donné, limiter la casse sur des bugs, limiter la casse sur des piratages ou des virus. Internet Explorer, en fait, était à l'image de ce que Windows a toujours été pour les informaticiens, c'est-à-dire une merde. Mais une merde que tout le monde aujourd'hui utilise parce que Microsoft a réussi à s'imposer sur le marché comme étant le leader, comme étant possédant quasiment le monopole des systèmes d'exploitation, même si encore aujourd'hui, oui,
Linux existe, vous avez des systèmes Unix aussi qui existent, mais pour l'utilisateur lambda, Windows reste quand même un outil indispensable. Heureusement, à la fin des années 90, un certain nombre de d'autres navigateurs sont arrivés sur le marché. Vous avez eu Mozilla, Opera, Chrome, et puis évidemment Internet Explorer a essayé d'être compétitif, mais malheureusement beaucoup trop lié à Microsoft, beaucoup trop lié à Windows, à Hotmail également à l'époque. Et du coup, c'est un navigateur qui a très très vite perdu de la notoriété. Il y a quelque temps maintenant, une mise à jour Windows a intégré automatiquement un nouveau navigateur, Wedge. Wedge qui va tout simplement être le remplaçant d'Internet Explorer. S'il y a encore aujourd'hui des gens qui utilisent Internet Explorer par défaut, puisque de toute façon, il y a beaucoup de gens qui achètent des ordinateurs, qui connectent Internet, mais qui n'y connaissent pas grand-chose et qui utilisent par défaut Internet Explorer, ignorant qu'il existe d'autres navigateurs qui pourraient leur servir beaucoup mieux que l'Internet Explorer, eh bien, Internet Explorer va nous quitter. Il va nous quitter donc l'année prochaine, en juin 2022, où Microsoft a annoncé officiellement que lors d'une mise à jour qui aura lieu certainement à cette période, eh bien, cette mise à jour fera disparaître l'Internet Explorer. Donc, si vous êtes un utilisateur d'Internet Explorer, si vous connaissez quelqu'un qui utilise encore Internet Explorer, eh bien, migrez rapidement sur un autre navigateur. Si vous voulez un conseil, vous pouvez essayer le Wedge. Il reste de bonne qualité pour un outil Microsoft. Personnellement, j'utilise le Chrome, même si évidemment le Chrome, c'est Google et que tout ce que vous faites sur Chrome, fatalement, voilà ce que, vous voyez ce que je veux dire. Ou sinon, vous avez également, alors je crois qu'il y a Firefox, si ma mémoire est bonne, vous avez Mozilla, vous avez également Opera qui existe, et d'autres peut-être dont vous avez entendu parler, que vous utilisez peut-être vous-même, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, mettez votre ressenti sur ce navigateur que vous utilisez. Alors je parle évidemment de navigateurs qui fonctionnent sur PC sous des systèmes d'exploitation Windows. Voilà, donc c'est une information quand même capitale parce que Internet Explorer, ça fait partie quand même de l'histoire aujourd'hui de l'informatique, de l'Internet. Ça a été un cauchemar pour beaucoup de gens, ça a été des sources de catastrophes pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'informaticiens. Donc voilà, c'est un événement, c'est toute une histoire, c'est un pan de l'histoire informatique qui va disparaître l'année prochaine. Mais comme j'ai pu constater que l'information n'avait pas beaucoup circulé, c'est quand même important que vous sachiez que si vous êtes un utilisateur d'Internet Explorer, eh bien dépêchez-vous de sauvegarder vos données ou de tout de suite commencer à migrer sur un autre navigateur. Voilà pour cette petite vidéo, plus petite, mais je pensais que l'information de BLM me semblait assez pertinente à vous faire partager parce que pour qu'une administration émette ce genre de notes, ce n'est pas anodin. Je pense que c'est annonciateur de quelque chose. Comme ça, on ne sera peut-être pas surpris de voir un événement d'ici l'été ou d'ici la rentrée. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.